En Chine, on voit souvent Made in China. Aux États-Unis, on entend Buy American. Et au Canada, vous l'avez deviné, Made in Canada. À première vue, cela ressemble à de simples slogans. Des messages très directs, soutenez votre propre pays. Mais derrière ces formules, il se cache quelque chose de bien plus important. En réalité, ce sont des règles décidées par les gouvernements. Des règles qui disent clairement à l'État, lorsque vous dépensez de l'argent public, pour construire des routes, pour la défense, pour financer les usines, vous devez acheter en priorité des produits nationaux. Autrement dit, les entreprises étrangères, y compris les entreprises européennes, passent généralement au second plan. Alors la question aujourd'hui est assez simple, est-ce que l'Europe devrait faire la même chose? Et est-il temps d'adopter une véritable politique du Buy européen? Honnêtement, rien de tout cela n'est nouveau. S'il y a bien un pays qui adore cette idée, c'est quand même la France. Paris répète depuis presque la naissance de l'Europe qu'il faut une industrie européenne forte. En 2012, Nicolas Sarkozy a tenté de lancer un Buy European Act. Un grand nom, un grand discours et puis plus rien. Tout le monde est rentré chez soi et l'idée est passée à autre chose. En 2017, Emmanuel Macron a relancé le concept avec un nouveau mot à la mode, la souveraineté européenne. Le message était le même. Simplement, l'emballage avait un peu changé. Mais encore une fois, cela a mené à rien. Mais la France, gaulliste comme elle l'est, ne lâche jamais vraiment ce genre de combat. Et cette fois, c'est le commissaire français chargé du marché de l'intérieur, Stéphane Séjourné, qui pousse un nouveau label tout neuf, tout brillant, Made in Europe. Sa proposition vise à accélérer l'indépendance industrielle de l'Europe, en particulier dans les technologies propres. Concrètement, elle donnerait une priorité explicite aux produits fabriqués en Europe dans les marchés publics, notamment dans, premièrement, la défense, les infrastructures numériques. L'idée est très simple, le label Made in Europe fixerait un niveau minimum de contenu produit dans l'Union européenne pour certains biens jugés stratégiques. Prenons un exemple très concret, les voitures électriques. Dans les premières versions du texte, il était envisagé que les subventions publiques et même les bonus versés aux consommateurs ne s'appliquent que si 70% de la voiture, ainsi que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, sont produits à l'intérieur de l'Union européenne. Autrement dit, 70% européens et 30% non européens, maximum. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, pas d'argent public. Et selon un projet de texte qui a fuité, l'objectif est particulièrement ambitieux. Aujourd'hui, l'Union européenne représente environ 16% de la production manufacturière mondiale. Cela place l'Europe derrière la Chine, qui, fait intéressant, voit d'ailleurs sa part légèrement reculer. Mais nous restons quand même devant les États-Unis. Ce qui, je dois l'avouer, m'a surpris et un peu égayé ma journée. Parce que franchement, qui veut des voitures américaines? D'ici 2030, dans le cadre de la stratégie industrielle, l'Union européenne veut porter cette part à au moins 20% de la production manufacturière mondiale. Il est aussi question d'emploi. Aujourd'hui, environ 30 millions de personnes en Europe travaillent dans l'industrie manufacturière. Mais si l'on regarde de très près, ce chiffre diminue lentement depuis 2022. Et tout l'enjeu est là. Stopper ce recul et faire en sorte que l'emploi industriel reparte à la hausse. Les partisans du Made in Europe avancent également un argument assez direct. Si les entreprises européennes choisissent d'investir en Europe et de miser sur des travailleurs européens, elles ne devraient pas être pénalisées pour cela. Les travailleurs ici ont un logement, une voiture, des salaires décents, des protections sociales, des droits du travail et tout cela a un coût. En Chine, de nombreux travailleurs font encore face à des conditions que beaucoup d'Européens jugeraient inacceptables. Et puis, il y a la question plus large, l'indépendance stratégique. Il ne s'agit pas d'un protectionnisme généralisé. L'idée est d'agir de manière ciblée. Car si l'on continue sur la trajectoire actuelle, dans 5 ans, l'Europe pourrait se retrouver presque totalement dépendante des superpuissances, comme la Chine ou les États-Unis. Et les soutiens du projet sont très clairs à ce point. Si vous pensez pouvoir rivaliser avec la Chine sans aucune intervention publique, eh bien, vous vous racontez des histoires. La proposition Made in Europe a été co-signée par plus de 1000 dirigeants d'entreprises et représentants syndicaux venus de toute l'Europe. Sur le papier, cela ressemble donc à une coalition assez solide. Mais tout le monde n'est pas convaincu, y compris l'industrie automobile. Et en décembre dernier, 9 États membres de l'Union européenne ont appelé à la plus grande prudence. Leur message était clair, la préférence européenne, d'accord, mais seulement en dernier recours. Leur inquiétude est assez simple. Les entreprises européennes ne fabriquent pas des produits uniquement avec des pièces européennes, parce que leurs chaînes d'approvisionnement sont mondiales. Prenons l'exemple d'une start-up française de véhicules électriques comme Verkor. Elle ouvre une toute nouvelle gigafactory de batteries près de Dunkerque. Exactement le type de projet que cette politique est censée encourager. Mais plus de la moitié du contenu de ces batteries proviennent encore d'Asie. Et avec une règle Made in Europe fixée à 70%, cette usine ne passerait déjà pas le test. Il ne faut pas non plus oublier que l'Europe produit selon des normes plus strictes, en matière de climat, d'environnement et de droit de travail. Évidemment, c'est une bonne chose. Nous ne voulons pas que nos travailleurs soient exploités dans des ateliers clandestins. Mais cela rend aussi la production plus coûteuse.
Certaines estimations suggèrent que forcer les entreprises à changer de fournisseur pourrait coûter jusqu'à 10 milliards d'euros par an à l'industrie européenne. Et l'International Energy Agency va encore plus loin. Produire une batterie en Europe pourrait coûter jusqu'à 60% de plus qu'en Chine. Mais bon, cela dit, tout le monde n'est pas d'accord. Une étude de Deloitte publiée en septembre montre que certains intrants européens plus verts ont un impact très limité sur les prix finaux. Par exemple, utiliser de l'acier bas carbone augmenterait le prix d'une voiture de taille moyenne de moins de 1%. Donc, selon à qui vous posez la question, il s'agit soit d'un ajustement gérable, soit d'un choc de coûts massif que l'Europe s'infligerait à elle-même. Donc on verra dans les années à venir si le coût de l'énergie verte augmente ou peut-être même diminue. Les critiques soulèvent aussi deux autres signaux d'alerte. Premièrement, plus de bureaucratie. Les entreprises devraient prouver avec précision à quel point leurs chaînes d'approvisionnement sont européens, quel pourcentage est produit dans l'Union. Cela signifie davantage de formalités, davantage de contrôle, ce qui est particulièrement lourd pour les startups qui n'ont pas des armées d'avocats. Deuxièmement, les accords commerciaux. Un virage dur vers un bail européen risquerait d'irriter des partenaires commerciaux avec lesquels l'Union vient tout juste de négocier des accords de libre-échange après des années de discussions, comme par exemple le Mercosur ou le deal avec l'Inde. Avec tout cela en tête, l'Allemagne a proposé une approche différente. Au lieu de Made in Europe, la ministre allemande de l'économie, Katharina Reich, défend une formule plus souple, Made with Europe. L'idée n'est pas de tracer des lignes rigides, mais plutôt de combiner les forces industrielles de l'Europe avec une coopération étroite avec des partenaires mondiaux jugés fiables. Donc, que va-t-il se passer maintenant avec le projet Made in Europe? Les leaders européens se sont rencontrés en Belgique. Et le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déjà laissé entendre qu'une certaine forme de préférence européenne semble désormais inévitable. Plus tard dans le mois, la Commission européenne devrait présenter un texte législatif qui liera les subventions et les marchés publics à des exigences de contenu local dans des secteurs stratégiques. Cela dit, le chiffre de 70% a de fortes chances d'évoluer au cours des négociations. Alors, voilà ce que j'en pense. De manière générale, une certaine forme de bail européenne me paraît nécessaire. Le monde, il a changé. Et faire comme si cela n'était pas le cas est simplement naïf. Mais pour moi, tout se joue autour de deux grandes questions. La première, qu'est-ce que c'est qui est réellement stratégique? Il faut que ce soit précis, ciblé et clairement défini. Pas juste un prétexte pour créer une immense nouvelle bureaucratie à Bruxelles. Les semi-conducteurs, la défense, les batteries, oui, évidemment. Ce sont quand même des secteurs clés. Mais il n'est pas nécessaire d'appliquer cette logique à tout. Le champ d'application doit rester limité, clair et intentionnel. La deuxième question est encore plus délicate. Qu'est-ce qu'on entend par Europe? Bien sûr, l'Union européenne passe en premier. Mais qu'en est-il de nos voisins? Et qu'en est-il des pays candidats à l'adhésion? Et des partenaires mondiaux qui partagent clairement nos valeurs? Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur l'idée d'une Europe à plusieurs niveaux avec une union structurée en 4 cercles. Et honnêtement, il serait assez cohérent de réfléchir au Made in Europe de la même manière. Non pas comme une frontière rigide, mais comme une sphère d'influence européenne. Des pays situés dans ce 4e cercle, comme le Canada, la Corée du Sud, le Japon ou l'Australie, des partenaires proches, démocraties alliées, pourraient raisonnablement être comptabilisés dans une quota Made in Europe. Par exemple, Honda. L'entreprise produit des voitures dans l'Union européenne depuis plus de 60 ans. Elle a fait valoir que Made in Europe devait plutôt signifier fabriquer avec des valeurs communes. C'est quand même une idée intéressante, mais elle comporte un risque. Celui de prolonger notre dépendance à des puissances extérieures. Ce n'est pas forcément un problème d'importer des objets d'autres pays, et ça peut être un atout. Mais tant qu'aucune puissance, ni aucun groupe de puissance ne peut faire pression sur l'Europe ou la prendre en otage, comme l'a fait par exemple l'Amérique, la Chine ou la Russie. Donc je suis pour le Made with Europe, mais tant que c'est pas une bureaucratie immense et que c'est flexible et pas rigide. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous le Made with Europe, Made in Europe ou rien du tout? Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner.